Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne, dans le Morbihan, pour y découvrir l'un des sites mégalithiques les plus connus du monde, les alignements de Karnak. Et si je vous disais que ces pierres ont été dressées bien avant les pyramides d'Égypte? Ici, à Karnak, plus de 3000 menhirs traversent le paysage depuis plus de 6000 ans. Ils ne bougent pas, ils ne parlent pas, mais ils continuent de nous observer. Qui étaient ceux qui les ont dressés? Pourquoi un tel effort sur plusieurs générations pour des pierres que personne n'a jamais vraiment su expliquer? Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'un des plus grands mystères du néolithique, les alignements de Karnak, le tumulus Saint-Michel et le tumulus de Kerkado. Si l'histoire, les légendes et les lieux chargés de mystères vous passionnent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et partons ensemble sur les traces de ceux qui ont façonné ce paysage éternel. Salut les amis, là je me trouve à Karnak, donc devant les alignements. On va aller faire le tour un peu, vous verrez c'est pas mal, c'est assez grand, il y a quand même 4 km où il y a des gros menhirs comme ceux qui sont derrière moi, tout alignés. Je vous expliquerai un peu l'histoire et les théories qui sont autour de ce lieu-là. Voilà. Les alignements de Karnak sont parmi les plus vastes et les plus impressionnants du monde. On y compte plus de 3000 menhirs, répartis sur plusieurs kilomètres, érigés entre 4500 et 3300 avant notre ère, pendant le néolithique. Les sites les plus connus sont le Ménec, le Kermario et le Kerlescan. Ces pierres parfois hautes de plusieurs mètres ont été extraites, transportées et dressées sans métal, sans roue ni machine. Les alignements de Karnak ne sont pas un monument unique. Ils forment un ensemble complexe construit sur plusieurs siècles par plusieurs générations. Les pierres sont majoritairement en granit local, extraits à quelques kilomètres seulement. Cela peut sembler proche, mais pour des blocs de plusieurs tonnes, sans animaux de trait ni machines, c'était un défi colossal. Les archéologues pensent que les menhirs étaient extraits à l'aide de coins en bois, déplacés sur des rondins, redressés grâce à des fosses, des leviers et de la force collective. Mais ce qui frappe le plus, c'est la régularité des alignements. Les pierres sont organisées, en lignes parallèles avec des orientations cohérentes et une diminution progressive de leur taille. Ce niveau de précision implique une planification à long terme, une transmission du savoir et une vision commune du paysage. C'est à partir de ces observations que les premières théories sont nées. La théorie astronomique est l'une des plus anciennes et des plus sérieuses. Pour quelle raison? Parce que dans les sociétés néolithiques, le ciel était un calendrier. Pas d'écriture, pas de montre, mais une observation constante du soleil, de la lune et des saisons.
Certains alignements de Karnak suivent des axes correspondant au lever du soleil lors des solstices, à certaines phases lunaires, à des cycles saisonniers importants. Cette théorie est née lorsque les chercheurs ont remarqué que les lignes ne sont pas aléatoires, certaines orientations se répètent et qu'elles correspondent à des phénomènes astronomiques observables à l'œil nu. Dans cette logique, Karnak aurait servi à prévoir les saisons, organiser les récoltes, fixer les moments des rituels. Un outil collectif, monumental, visible de tous. Mais cette théorie a ses limites. Tous les alignements ne correspondent pas clairement à des événements célestes, ce qui ouvre la porte à d'autres interprétations. La seconde théorie est plus religieuse et symbolique. Pour la comprendre, il faut changer de regard. Au néolithique, la nature est sacrée. La pierre n'est pas un simple matériau, elle est durable, immobile, presque éternelle. Les menhirs pourraient représenter des ancêtres, des esprits ou des forces invisibles liées au territoire. Cette théorie est née de plusieurs constats. L'absence de fonction utilitaire évidente, la monumentalité excessive pour un simple usage pratique et la répétition de structures similaires dans toute l'Europe. Les alignements seraient alors des lieux de rassemblement, des parcours rituels, des espaces cérémoniels. Marcher entre les pierres, ce serait participer à un rituel, un passage symbolique entre le monde des vivants et celui des morts. Cette hypothèse explique pourquoi tant d'efforts ont été fournis, sans laisser de traces écrites. Pour la troisième théorie, on va être plutôt dans le funéraire et territorial. Les tumulus découverts autour de Karnak ont profondément changé la compréhension du site. Les archéologues ont constaté que de nombreuses sépultures sont contemporaines des alignements, certains axes de pierre semblent pointer vers des tumulus, et que les lieux funéraires sont intégrés au paysage monumental. Cette théorie est née de la mise en relation des sites. Les alignements pourraient avoir servi à marquer des territoires sacrés, guider des processions funéraires, honorer les morts sur plusieurs générations. Les pierres ne seraient donc pas des tombes, mais des marqueurs de mémoire collective. Pour finir, on va parler de théories énergétiques et alternatives. Ces théories apparaissent surtout au XXe siècle. À mesure que Karnak devient célèbre, certains chercheurs indépendants observent une forte concentration de monuments, des sensations physiques rapportées et des similitudes avec d'autres sites mégalithiques. Ils évoquent des lignes telluriques, des courants énergétiques terrestres, des réseaux reliant les grands sites anciens.
Pourquoi ces théories existent ? Parce que forcément Karnak impressionne, certaines pierres semblent placées avec une logique non visible et que le site provoque une expérience émotionnelle forte. Sans parler des mystères qui entourent ces lieux, scientifiquement rien n'est prouvé. Mais ces théories témoignent d'une chose essentielle, Karnak continue de susciter le besoin de sens. Et vous, que pensez-vous de ce lieu ? Quelle théorie vous parle le plus ? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces alignements dans les commentaires. Je vous emmène à présent découvrir le tumulus Saint-Michel. Dominant la région, le tumulus Saint-Michel est le plus grand tumulus de Karnak. Construit vers 4500 ans avant notre ère, il mesure près de 125 mètres de long et 10 mètres de haut. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des objets précieux, haches polies, perles, parures. Le tumulus Saint-Michel n'est pas seulement un monument funéraire. Sa taille implique une main-d'œuvre massive, une hiérarchie sociale et une autorité capable de mobiliser des centaines de personnes. Les objets retrouvés montrent que tous ne recevaient pas le même traitement après la mort. Certains individus occupaient une place centrale dans la société. Ce tumulus est la preuve que le néolithique connaissait le pouvoir, la transmission et la mémoire collective. Je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur Karnak sans vous parler du tumulus de Ker-Kado. Plus discret, mais tout aussi fascinant, le tumulus de Ker-Kado est plus petit mais remarquablement conservé. Il est surmonté d'un menhir comme un gardien silencieux. À l'intérieur, une chambre funéraire accessible, orientée avec précision vers le lever du soleil, notamment lors des équinoxes. Quand la lumière pénètre dans la chambre, elle éclaire la pierre comme si le soleil venait réveiller les morts. À Ker-Kado, tout est plus discret mais plus précis. L'orientation de la chambre funéraire n'est pas un hasard. Elle suit le cycle solaire. Cette précision montre que les bâtisseurs maîtrisaient l'observation du ciel, ils liaient la mort au renouveau et voyaient le soleil comme un symbole de renaissance. Ici, la pierre, la lumière et le temps ne font qu'un. La taille des pierres qui ont été utilisées à l'intérieur, c'est pas mal. Sacrée pierre. À Karnak, nous avons des dates, des théories, des hypothèses, mais nous n'avons aucune certitude absolue. Et peut-être que ces pierres n'ont jamais été faites pour nous donner des réponses, mais pour traverser le temps. Pour nous rappeler que bien avant nous, des hommes ont levé les yeux vers le ciel et ont voulu laisser une trace que nous essayons encore aujourd'hui de comprendre. C'est ici que se termine notre visite de Karnak. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir ce lieu par vous-même.
N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos connaissances et vos interrogations sur ces lieux dans les commentaires. C'est le but de cette chaîne YouTube. Pensez à laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner. Ça ne vous coûte rien du tout et c'est super important pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Arestos. Je vous dis à bientôt sur d'autres lieux.